Aujourd'hui, une nouvelle émission exceptionnelle consacrée à l'intelligence artificielle. AI is the biggest technical thing ever in my lifetime. The U.S. will do whatever it takes to retain its global lead in artificial intelligence. President Trump signed 3 executive orders yesterday to speed up development in the field. America is the country that started the AI race. America is going to win it. L'Europe va accélérer, la France va accélérer. Pour nous, la France, on annonce demain 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. The agentic experiences that we expect this technology to eventually enable, I think will be quite impactful. Face à une entreprise, 10 personnes et 10 personnes exactement le même corps de métier, qui n'a pas déployé et une qui a déployé des agents IA, oui, l'écart va être énorme. Voilà, c'est une Formule 1 contre une Twingo, là. On n'est plus seulement sur un algorithme qui va créer du texte ou de l'image, qui va répondre à une requête. On va vraiment être là sur un programme qui exécute lui-même et prend des décisions sans intervention humaine. Aujourd'hui, moi, je vois l'agent comme un super stagiaire qui peut effectivement aider dans des tâches des fois un peu chronophages, des fois pas forcément des tâches intéressantes par rapport à l'activité principale pour laquelle on a été recruté, mais en aucun cas remplacé, parce qu'il y a toujours une notion de contrôle. Aujourd'hui, une nouvelle émission exceptionnelle consacrée à l'intelligence artificielle. L'IA, notamment l'IA générative, n'arrête pas de faire parler d'elle depuis 2022. ChatGPT, Claude, Gemini, voilà autant de chatbots et de copilotes qui ont envahi nos vies personnelles et professionnelles. Mais en 2026, une nouvelle révolution de l'IA a lieu, celle des agents IA. On parle d'ailleurs de révolution agentique. Un agent IA, c'est tout simplement un programme, un algorithme d'intelligence artificielle capable de traiter et d'automatiser une tâche sans aucune intervention humaine, comme par exemple trier et traiter une boîte mail ou encore gérer tout le pipe commercial d'une entreprise. Une prouesse technologique qui suscite l'engouement des entreprises, mais aussi pose des questions juridiques et éthiques. Pour parler de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui non pas un, mais 2 invités, 2 entrepreneurs qui ont fondé une start-up, Chatix, dans l'univers des agents IA, Alexandre Pennec et Stéphane Gerlegan. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Très bien. Très bien, et toi ? Très très bien. Déjà peut-être pour commencer messieurs, on va commencer par vous présenter. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais et que fait la société que tu as créée il y a quelques mois maintenant ? Avec grand plaisir. Donc moi, c'est Stéphane, 33 ans, originaire de Nantes. Je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Chatix. Donc c'est une société où on crée des agents IA sur mesure pour les entreprises. Fondateur de cette entreprise, voilà, j'ai eu l'idée il y a maintenant 2-3 ans et officiellement depuis l'année dernière. Et on a accueilli nos premiers clients il y a maintenant un petit peu plus de 3 mois. Voilà. Avec du coup mon associé qui est juste à côté. Et donc Alexandre ? Enchanté, Alexandre Pennec. Donc moi, je m'occupe de la partie commerciale, développement commercial chez Chatix. Et j'ai rejoint l'aventure avec Stéphane il y a un peu moins d'1 an maintenant. Je suis de Nantes aussi et on s'est connus au lycée. Et alors, comment s'est fait la connexion entre vous deux ? Expliquez-nous un petit peu les origines de l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai eu un petit garçon il y a 2 ans. On s'était un petit peu perdu de vue, on avait fait nos chemins un petit peu chacun dans son coin. Moi, je suis parti habiter dans le sud, on a voyagé, etc. Alex a fait son parcours. J'ai eu un petit garçon, on a échangé, je lui ai simplement dit voilà, j'ai eu un fils, voilà, je tenais à te le dire. Et puis, on a parlé de nos projets pro. Il a accroché au projet. À cette époque-là, j'étais en pleine subvention avec France 2030 pour l'obtention d'une subvention. Et du coup, voilà, je lui ai pitché le projet. Il a accroché tout de suite. Il m'a dit, mec, moi, je peux t'aider. Et voilà. En fait, je cherchais à entreprendre. Oui. J'ai toujours eu une passion, parce que j'étais salarié auparavant, pour développer toute la partie commerciale d'un logiciel SaaS pour l'immobilier. Et quand Stéphane m'a dit qu'il créait un logiciel SaaS dans l'IA, moi, j'ai pas cherché C'était l'opportunité. Ah, j'ai saisi l'opportunité, effectivement. Bon, on va poser la question peut-être pour nos éditeurs qui ne seraient pas forcément familiers sur l'IA. Qu'est-ce que c'est un agent IA ? Parce que je le disais en introduction, l'IA générative, aujourd'hui, je pense qu'à peu près tout le monde voit ce que c'est. Donc, ce sont des chatbots, des copilotes à laquelle on envoie une requête et qui nous envoie du texte, une image, etc. Là, la révolution agentique qui va un petit peu bouleverser le marché du travail en 2026, ce sont les agents IA. C'est quoi concrètement un agent IA ?
Stéphane, peut-être pour commencer. Avec grand plaisir. Alors, un agent IA, pour parler d'agent IA, il faut d'abord parler de ce qui se faisait avant. Il y a eu les LLM qui sont arrivés, GPT, Mistral et autres. Avant ça, l'IA existait déjà. Donc, ce n'était pas une révolution. La révolution, c'est que ces LLM qui sont arrivés ont permis assez facilement de récupérer du contexte et de formuler les bonnes réponses en fonction de la question de l'utilisateur. Donc ça, on parle des solutions basiques qui étaient à la base des LLM comme GPT, comme Mistral, Grok et autres. Et maintenant, on passe depuis quelques années à des agents. En réalité, ça fait un petit peu un moment déjà que ça existe. Mais les agents sont dotés d'actions. Donc si un LLM, par exemple, est un cerveau, l'agent, c'est vraiment le corps qui va exécuter les tâches. Et ensuite, il y a la deuxième phase qui est l'argentique. Donc c'est l'environnement dans lequel ces agents-là vont pouvoir exploiter leur plein potentiel. Donc si on prend un exemple... on va demander à un LLM de nous faire une recette de tarte aux pommes. Il va délivrer la recette. L'agent va faire la tarte aux pommes. Et l'écosystème argentique va mettre en place, tiens, la tarte aux pommes qu'on a fait, on l'a testée, elle est super bien. Je vais la remettre dans ma base de données, etc. etc. Donc là, on n'est plus seulement sur un algorithme qui va créer du texte ou de l'image et qui va répondre à une requête. On va vraiment être là sur un programme qui est autonome, qui exécute lui-même et prend des décisions sans intervention humaine, qui va exécuter de manière automatique des tâches qu'on lui demande. Par exemple, tout un métier ou toute une fonction support, par exemple. En soi, oui. Alors, il faut bien la cadrer, évidemment. Ça dépend des systèmes. Mais l'agent, au final, c'est un système qui agrège à l'intérieur plusieurs actions, plusieurs connectivités et plusieurs LLM, donc plusieurs modèles. Donc l'agent en soi, on parle souvent d'agent GPT, agent Grok, agent Mistral. Mais en soi, l'agent, c'est juste le système. Et après, vous mettez le LLM que vous souhaitez à l'intérieur. Et peut-être pour compléter, Alexandre, sur concrètement ce que peut faire un agent. Est-ce que tu as des exemples peut-être à nous donner sur ce qu'un agent IA est capable de faire pour que nos auditeurs se rendent compte vraiment la puissance de ces fameux agents? Alors, moi, pour le coup, je vais parler sur la partie commerciale. Aujourd'hui, la plupart des commerciaux ont notamment à remplir des CRM sur les comptes rendus de rendez-vous. Et aujourd'hui, moi, j'étais bluffé notamment sur ce que peut faire un agent, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire le résumé du rendez-vous, va pouvoir aller dans le CRM du client et va pouvoir mettre à jour aussi la vie du prospect, du client dans le CRM. Donc, ça enlève une tâche qui, souvent, n'est pas forcément appréciée des commerciaux, pour le coup. Et aujourd'hui, peut-être au moins de votre point de vue, dans quel secteur d'activité il y a le plus de demandes où on voit que les agents IA, il y a une vraie appétence? S'il y a peut-être quelques exemples de secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous, on accompagne beaucoup d'ESN, cabinets recrutement, architectes, une vraie appétence là-dedans. Après, les agents IA existent déjà dans plusieurs métiers, services clients, Dans la finance. finance, commercial. Donc, en soi, oui, ça découle. C'est simplement que les entreprises qui n'étaient peut-être pas prêtes il y a 2 ans commencent tout juste à se dire, tiens, oui, en fait, j'ai des process que je pourrais automatiser et ça me fera un gain de productivité. Donc ça mène. Donc, petit à petit, au final, tous les secteurs vont être touchés et ça va découler. Tout ce qui est tâches répétitives aujourd'hui et qui n'ont pas d'impact, où on peut faire une erreur. Aujourd'hui, tout ce qui concerne ces tâches-là, un agent peut intervenir et peut se permettre de faire une erreur parce que ça arrive aussi, il faut en être conscient. Oui. Aujourd'hui, on peut mettre en place un agent qui va permettre de décharger un petit peu cette partie-là et ces tâches où il n'y a pas un impact pour la société. Donc typiquement, des tâches à faible valeur ajoutée, comme du traitement de mail, du support client, etc. Totalement. De manière à permettre à des collaborateurs de se concentrer sur des tâches qui sont dites à plus forte valeur ajoutée. C'est ça, en fait. Exactement. Totalement. Ok. Et ça, ça existait déjà bien avant avec les systèmes d'automatisation. Il y avait des gros acteurs qui existent toujours, N8N, Zapier, MEC et autres. Il y a des entreprises qui ont mis des systèmes d'automatisation. Et si demain, elles mettent des agents IA, ça va rajouter le plus. Qu'elles vont être beaucoup plus productives, à une meilleure qualité en tout cas dans leurs automatisations. Et il y en a qui n'ont pas forcément encore mis ces systèmes d'automatisation. Et du coup, là, il y a vraiment un travail de réfléchir, comme disait Alexandre, sur quelle tâche je peux mettre en automatisation où il n'y a pas forcément de friction à la fin si l'agent déraille. Tu le disais à l'instant, Stéphane, les agents IA, on en parle beaucoup en ce moment, mais en fait, ils existent depuis déjà pas mal de temps. Ah oui. Et en fait, il faut savoir que c'est un marché en 2026, c'est pour ça qu'on parle de révolution agentique, qui va peser énormément. J'ai quelques chiffres à vous donner. C'est un marché qui a passé 7 milliards,
qui était à 7 milliards au début et qui va passer à 139 milliards d'ici 2034, donc sous moins de 10 ans. Ça va être 40% des applications d'entreprises qui contiendront des agents d'ici fin 2026, donc dans quelques mois. Donc c'est dire un petit peu l'ampleur du phénomène. Mais dans le même temps, en fait, on voit que quasiment une entreprise sur 9 ne fait pas tourner réellement des agents en production. On est plutôt encore à une étape, on va dire, de test. Donc comment vous expliquez-vous cet écart entre l'engouement commercial, les chiffres que j'ai donnés, et puis la réalité du terrain où on est encore dans une phase un peu de prospection avec l'IA? Alors, aujourd'hui, les entreprises n'arrivent pas vraiment à visualiser ce que peuvent faire et ce que peuvent leur rapporter un agent IA. C'est pour ça que pas mal de prestataires comme nous effectuent des audits pour déjà montrer ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible de faire avec un agent IA. Donc, il y a tout un système et un travail d'éducation à avoir avec ces entreprises-là. Et on est au tout début. On a entendu parler d'agents IA un peu basiques, entre guillemets, qui vont publier sur LinkedIn, sur Instagram. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment pour moi le passé. Maintenant, un agent IA, il va pouvoir surtout être attaché à une entreprise, être ultra personnalisé et pouvoir notamment faire des livrables, pouvoir intervenir, comme on disait, sur des CRM ou autres. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu flou encore pour les entreprises et il y a un vrai travail d'éducation à faire par les prestataires, pour le coup. Et c'est peut-être un peu flou parce qu'en fait, il y a une myriade d'outils aujourd'hui. Si on regarde le nombre de modèles, déjà que tu citais tout à l'heure, Stéphane, et ensuite le nombre d'outils qui reprennent peu ou prou derrière ces modèles, en fait, aujourd'hui, on a des milliers d'IA et d'outils IA sur le marché. Donc, c'est aussi pour ça que ça crée peut-être un petit peu de flou chez les entreprises. C'est vous, comment vous voyez les choses? Par où commencer, en fait, quand on est une entreprise? Je suis chef d'entreprise et je veux me lancer dans l'IA. Comment on fait? La première chose à faire, c'est de ne rien faire. Déjà, il ne faut pas se précipiter sur un modèle. Il y a une réflexion à faire qui est beaucoup plus humaine, c'est comment introduire des valeurs dans mon entreprise, comment mettre en place cette culture d'entreprise, cette transformation. Et ça, c'est quelque chose qu'un fournisseur d'IA ou des agences ne vont pas forcément vous apporter. Il faut que ça soit une question du dirigeant qui aille interroger ses salariés. Demain, est-ce que tu pourrais avoir des tâches répétitives? Est-ce que l'intégration de l'IA, tu vois ça comme une bonne chose? Donc, il y a déjà un travail du dirigeant, je pense, à faire dessus, à comment l'intégrer valeur humaine, donc un process humain. Et ensuite, après arrive le choix de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on automatise. Toujours commencer par des tâches qu'on a dit, qui sont, si ça rate, c'est pas grave, ça va pas impacter la trésorerie de l'entreprise ou autre. Et on y va petit à petit. Ce qu'il faut pas faire, c'est tout automatiser d'un coup. C'est automatiser une tâche, puis deux, mesurer, avoir le retour sur investissement, et on passe à la troisième. Et pour ça, soit en interne, vous êtes accompagné par des personnes qui savent le faire, ou soit vous faites appel à des personnes externes. Et en général, des entreprises qui, justement, se jettent un petit peu à corps perdu sans faire d'audit. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où vous avez vu où ça se passait mal, en fait, Les gens avaient voulu utiliser trop d'IA, ont dépensé trop d'argent, ça a été mal mesuré, mal lancé. Est-ce que vous avez déjà constaté des cas comme ça, en fait? Oui, alors après, c'est encore un peu tôt, mais souvent, par exemple, les erreurs qui sont faites, c'est de dire que l'agent IA va pouvoir tout faire sans contrôle derrière. Et au final, il ne va pas faire exactement la tâche demandée. Et des fois, ça peut avoir un impact assez fort si vous avez voulu le placer sur, notamment, par exemple, une partie comptable, où ça peut jouer réellement sur la société. Et là où je rejoins Stéphane, c'est aussi le but, c'est d'impliquer les salariés, parce que souvent, les salariés utilisent les IA sans forcément un contrôle derrière de la direction. Et au final, ça peut impacter sur la perte de données, nourrir notamment les concurrents sur ses propres données. Et souvent, les dirigeants n'ont même pas cette notion-là, alors que la RGPD, aujourd'hui, est partout en France, en Europe, on en parle de plus en plus. Et quand c'est bien déployé, d'ailleurs, la satisfaction est là, parce que j'ai un autre chiffre à vous donner. Dans les entreprises où on a déployé des agents IA, 80% des responsables techniques se disent satisfaits et mesurent un ROI. Vous, est-ce que vous mesurez le ROI chez, par exemple, vos clients? Comment aujourd'hui on peut mesurer l'impact et vraiment le ROI, parce que c'est ça que cherchent les chefs d'entreprise avec les agents IA? Moi, le 80% me paraît énorme, mais aujourd'hui, si un système fonctionne, si vous avez bien mis en place, vous avez votre automatisation qui est déterministique, pas forcément probabiliste, et qui fonctionne à chaque fois, forcément, vous allez avoir un gain. Forcément, que ça soit en masse salariale, en temps de travail ou en productivité brute, forcément, vous allez avoir ce gain et cette productivité.
Après, le mesurer, c'est une autre chose. Comment on fait en général pour mesurer le retour sur investissement? Si on prend cette tâche, on l'aurait fait nous-mêmes en tant qu'humains, on va mettre que ça va durer 2 heures ou 3 heures de temps. Voilà, un agent IA, il le fait en 2 secondes. On compare la performance des deux. Est-ce que l'humain a besoin de retravailler derrière pour améliorer la réponse? Est-ce que c'est directement, le livrable est directement présent? Et voilà, c'est plus le retour sur investissement se fait plus dans le gain de temps entre l'humain et la machine. Et le temps, c'est de l'argent, concrètement. Donc en fait, aujourd'hui, les agents IA, les bénéfices concrets, c'est gain de temps, gain de productivité et donc Exactement. gain d'argent. C'est comme ça que vous Ça, voyez les choses. Le gain de productivité fait découler forcément l'amélioration de la trésorerie, l'amélioration du chiffre d'affaires. Et du coup, l'entreprise a plus de pouvoir d'achat, plus pour investir, pour aller chercher d'autres leviers. Vous parliez de retour sur investissement. Je vous pose là une question un peu macro. En France, on dit souvent qu'on est un peu en retard sur la tech. On a loupé le train des réseaux, on a loupé le train des applications, etc. Sur l'IA, on voit quand même de belles initiatives. Je pense à Mistral, on l'a cité tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la France est déjà un petit peu en retard sur le sujet des agents IA ou justement avec des startups innovantes, on n'est pas trop mal là sur ce coup-là? Pour moi, on a perdu la bataille si on prend, par exemple, ChatGPT, Claude, et qu'on associe ça à un cerveau. On a perdu un peu la bataille du cerveau, même si Mistral, aujourd'hui, a une place, et notamment la France, au niveau Europe. Mistral, aujourd'hui, c'est l'acteur européen et qui est français. On a perdu juste cette bataille, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes fonds. Aujourd'hui, les États-Unis sont beaucoup plus puissants. Les investissements ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes, effectivement. Maintenant, sur la partie agent, on est au tout début. Aujourd'hui, en Europe, on a une notion aussi sur la sécurisation des données. On a cette possibilité de pouvoir accompagner des entreprises avec des prestataires innovants sur notamment l'intégration des agents. Donc, pour l'instant, sur cette guerre-là, on est au tout début et on n'a perdu qu'une bataille, je dirais. Ouais. Ton avis sur la question, Stéphane? Alors oui, on est un petit peu en retard. En revanche, pour moi, la France est leader européen dans ce domaine-là. On a des cerveaux très puissants en France qui partent à l'étranger. On a de plus en plus d'acteurs. Xavier Niel avec Scaleway qui rapatrie des développeurs en France. Mistral, on a la chance d'avoir une puissance comme ça chez nous. En revanche, faut leur donner de la force, que ce soit la politique, que ce soit dans le traitement des données ou dans l'allègement peut-être de législation, on verra après avec l'IA Act et autres. Mais je pense qu'on a besoin de donner cette force aussi aux acteurs locaux et que ça fasse un cercle vertueux. On va faire par exemple, Alex, le mois dernier, tu as fait combien d'audits environ? Une quarantaine. Une quarantaine. Et sur les 40, il y en avait combien qui étaient chez Mistral? 2. Donc il y a quand même un décalage. Ouais, c'est le paradoxe du français. On a envie de consommer français, mais on consomme quand même GPT alors que Mistral... Ailleurs, voilà. Tout en se plaignant du fait que les Américains dominent le marché. Totalement. Voilà. Donc vous l'avez vu, ce paradoxe un petit peu franco-français. Oui, c'est totalement vrai. Et après, le retard, pour revenir à Mistral, ils ont des super outils. Là, ils sortent Vibe. Donc aujourd'hui, on parle de LLM, maintenant GPT, Grok, tous ces outils-là. Donc le modèle, Ouais. Aujourd'hui, c'est des agents. Mistral est un agent, GPT est un agent, ça fonctionne tout pareil. Voilà. Et combien de personnes vont l'utiliser en France? Je sais pas. En tout cas, là, aujourd'hui, il y a plus de personnes en France qui utilisent GPT que Mistral. Il y a une explosion aussi de Claude. Après, Mistral, l'avantage, c'est qu'ils peuvent s'intégrer sur des serveurs en entreprise directement. Donc, il y a aussi une notion, on n'en parle pas assez, mais au niveau des données, Mistral est plus propre, entre guillemets, que ChatGPT, Claude ou d'autres acteurs américains. Sur ce côté développement en France et à l'étranger, il y a, on le disait, le côté aussi investissement, subvention publique. Vous aussi, à votre échelle, qui avez lancé il y a peu de temps, vous avez eu ce soutien en France. Vous avez vu qu'il y avait quand même un accompagnement là-dessus des pouvoirs publics pour vous accompagner. Oui. Oui, Chatix est subventionné France 2030, donc il y a un programme qui a été mis en place par le président Macron il y a quelques années pour justement favoriser les entreprises de demain, donc les entreprises technologiques, mais également toutes les entreprises qui ont envie d'améliorer leur technologie en interne. Donc ça, c'est le projet France 2030 qui a accompagné du coup beaucoup d'entreprises. Nous, on est passé par la BPI en allant toutes les étapes, études de marché, etc. Donc oui, on a accompagné. Après,
L'accompagnement français, peut-être que contre l'accompagnement américain, est totalement différent. Nous, on est vachement accompagnés sur la partie développement, sur le financement du développement et le côté technique. Après, pour tout ce qui est marketing et autres, bon, ça, c'est une autre paire de manches. Ça viendra. Mais c'est d'ailleurs, on parle beaucoup de subventions publiques en France, assez peu aux États-Unis, et c'est le président Macron, que tu citais, Stéphane, qui a qualifié Elon Musk de personnes gavées, entre guillemets, d'argent public. On a tendance à les présenter comme des milliardaires qui ont tout réussi, qui ont révolutionné la tech et qui dominent le monde, mais en fait, ce sont des entrepreneurs comme tous les autres qui ont bénéficié d'argent public. Je ne sais pas si vous avez un point de vue, en tout cas une vision sur ce sujet. Moi, je n'irai pas m'attaquer à Elon Musk, personnellement. Je ne suis pas sûr qu'il nous écoute aujourd'hui sans revenir. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, si je parle au niveau français, d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là, surtout sur des sujets innovants pour éviter de prendre du retard, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, nous, on ne va pas s'en plaindre puisque ça nous a aidés aussi. Bien sûr. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, et notamment avec actuellement tout ce qu'on entend au niveau géopolitique. Ce serait dommage de ne pas pousser un petit peu les entreprises françaises et européennes sur la tech, qui aujourd'hui est un enjeu majeur d'avenir. Ouais, puis il y a aussi quand même un sujet, il y a déjà pas mal de gens qui sont un peu anti-IA. Il y a quand même aussi beaucoup de sujets liés à l'écologie, à la consommation d'électricité, à ces énormes data centers qu'on voit un peu pousser à droite à gauche, parce que il faut de l'énergie pour les faire tourner, ces agents IA. Là-dessus, pareil, est-ce que vous trouvez que ces critiques sont légitimes ? Il y a des efforts à faire du côté des constructeurs, des grands exploitants ? elles sont totalement légitimes. Totalement. Et en fait, nous, on le voit beaucoup, mais on est là pour professionnaliser un outil qui est utilisé beaucoup en loisir. Voilà, générer 20 images, pourquoi en générer pas qu'une, si tout va bien. L'énergie est important. Après, il y a des choix à faire. Il y a des choix de modèles. Je sais qu'il va y avoir d'énormes infrastructures en France qui vont être mises en place, des data centers. Après, il faudra que ces data centers se mettent aux normes écologiquement. Oui. On a des acteurs européens, Infomaniac aussi, qui est très propre là-dessus. Ils ont des modèles d'IA aussi que les publics peuvent utiliser. Ils sont beaucoup plus respectueux. Maintenant, demain, il faut que ces data centers soient peut-être plus privatisés pour une utilisation européenne plutôt que d'aller héberger X ou Y. Et on reviendra plutôt en fin d'émission sur l'aspect justement normatif autour de l'IA. Bon, messieurs, on a parlé de la révolution des agents IA, de l'essor de ces agents. On va parler maintenant de l'impact à venir sur le monde du travail. Il y a beaucoup de gens qui disent ces agents IA, ils vont remplacer l'être humain puisqu'ils sont capables en fait d'automatiser le travail d'un être humain. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que, je te pose la question Alexandre, est-ce que tu penses que les agents IA très puissants vont mettre tout le monde sur le carreau parce qu'ils peuvent les remplacer ? Oui et non. En fait, aujourd'hui, moi, je vois l'agent comme un super stagiaire qui peut effectivement aider dans des tâches des fois un peu chronophages, des fois pas forcément des tâches intéressantes par rapport à l'activité principale pour laquelle on a été recruté. Mais en aucun cas remplacer, puisqu'il y a toujours une notion de contrôle. À partir du moment où vous mettez en place un agent IA et que vous ne contrôlez pas son travail derrière et que vous lui laissez les clés de la maison, c'est comme si aujourd'hui un stagiaire intègre une entreprise et vous lui laissez la clé de votre voiture de fonction, vous lui laissez votre logiciel comptable et vous lui laissez tout gérer. C'est pas possible. Il n'y a personne qui fonctionne comme ça, en tout cas une entreprise saine. C'est un peu la même logique sur les agents IA. Aujourd'hui, ça vient juste aider dans votre activité principale qui génère une plus-value pour l'entreprise, mais en aucun cas remplacer totalement le salarié qui a été recruté pour, notamment si je prends l'exemple d'un commercial, aujourd'hui remplir un CRM, faire des reportings de rendez-vous, envoyer des devis, c'est pas forcément ce pourquoi il a une plus-value au sein de l'entreprise. Sa plus-value, c'est de générer du business, aller chercher des prospects. Si on l'allège des tâches un peu redondantes et qui ne sont pas les tâches les plus sexy pour lui, au final, on va gagner en productivité, le salarié va aussi être dans le confort, et va apprécier aussi travailler à 100% sur la tâche qui lui a été confiée et qui lui donne du plaisir au quotidien en soi. Tu es d'accord avec ça, Stéphane ? On n'est en fait pas dans la suppression, mais plutôt dans la transformation, la réorchestration, c'est ça ? Ouais, un peu des trois, je pense. Suppression de tâches, beaucoup. Il y a des tâches qui sont demain, qui vont être inutiles à faire par l'humain.
et qu'il n'y aura pas de plus-value à le faire par l'humain, donc ça va être automatisé ou tout de suite, je pense. Et beaucoup de transformations, comme je le parlais, c'est quelque chose de très humain. Il faut qu'il y ait une culture d'entreprise, des valeurs d'entreprise qui accompagnent ces salariés-là au changement et à cette transformation. Et ça passe par les formations, l'accompagnement et le bon choix de leur stratégie à venir. Et un petit peu de réorientation, effectivement. Et création aussi, parce qu'on voit là tout un nouveau panel de métiers qui se crée, prompt engineer, orchestrateur d'agents IA, etc. Pour vous, c'est un petit peu un effet de mode avec des métiers bullshit, ou vous le voyez chez vous, chez vos clients, c'est des vrais métiers utiles avec de nouvelles compétences qui se créent. Peut-être Stéphane, si tu veux donner ton avis. Oui, prompt engineer, c'était bien, c'était la mode il y a 2 ans. C'était la mode, pourquoi ? Parce qu'il y avait un écart entre quelqu'un qui maîtrisait énormément le prompt et quelqu'un qui ne le maîtrisait pas dans les réponses. Aujourd'hui, cet écart, il a diminué énormément, même si il y a quand même, si quelqu'un maîtrise les prompts et quelqu'un ne le maîtrise pas, il y a quand même une différence sur la réponse. C'est des étiquettes qui vont pas forcément rester très longtemps, mais en tout cas, demain, dans les entreprises, il y aura forcément une personne dédiée à ces projets IA, dédiée à gérer ses agents, gérer les LLM. Et ça sera soit directeur marketing, directeur informatique ou des personnes volontaires des entreprises. Ton avis sur la question, Alexandre ? Pour moi, ces nouveaux postes que tu viens de citer, pour moi, c'est déjà le passé en soi. En fait, j'associe l'utilisation de l'IA à savoir utiliser le web. Aujourd'hui, quand on rentre dans une entreprise, peu importe le secteur d'activité, savoir utiliser le web pour effectuer une recherche, c'est la base. C'est la base. Voilà. Et ça va être un peu la même chose pour l'IA, selon moi. Donc, il faudra savoir maîtriser les outils IA, savoir discuter avec un agent IA. Et c'est un peu comme les réseaux sociaux, comme le web. Donc là, en fait, il va y avoir presque ceux qui seront mis sur le côté, puisqu'on parlait qu'il y aura de la suppression, c'est ceux qui n'auront pas pris le train de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, vous, aujourd'hui, votre avis, c'est de dire, si on se pointe sur le marché du travail et qu'on ne sait pas utiliser un minimum des outils IA, on se tire une balle dans le pied. Au même titre que le web, si on prend l'exemple du web. Ou à l'époque, le passage à l'ordinateur, ce genre de choses. Exactement. Ouais, il y aura une différence flagrante entre un salarié qui maîtrise ces sujets-là et qui est capable de piloter des agents, que ce soit en développement ou dans d'autres secteurs, et un salarié à côté qui est contre ça. Forcément, le salarié qui sait maîtriser cette nouvelle technologie-là va être beaucoup plus productif qu'un salarié qui ne le fait pas. Après, comment ça va être accueilli dans une entreprise, c'est une autre histoire. Il va y avoir aussi un peu un fossé générationnel, parce que les IA natives, comme on dit, ceux qui sont nés avec l'IA, vont être beaucoup plus à l'aise. La Gen Z, par exemple, vont être beaucoup plus à l'aise que la génération des boomers qui est en fin de carrière et qui va avoir plus de mal à se faire avec ces outils. Vous avez un peu vu ça chez des clients ou vous, dans votre façon de voir les choses ? On le voit lors des audits, quand les salariés peuvent participer à l'audit. Alors, c'est une bonne chose parce que impliquer ces salariés dans ce changement-là, pour moi, c'est primordial pour le chef d'entreprise. Maintenant, on va avoir des salariés qui, des fois, sont réfractaires parce qu'ils ont peur aussi de perdre leur poste par rapport à l'IA. On peut avoir beaucoup de pensées négatives dans ce sens-là. Alors que, en fait, si c'est bien expliqué, bien encadré, c'est juste une plus-value pour le salarié au quotidien, pour lui permettre de justement se concentrer uniquement sur des tâches qui sont importantes pour lui et pour l'entreprise. Vous disiez, en fait, aujourd'hui, un collaborateur qui ne maîtriserait pas l'IA partira avec un train de retard versus quelqu'un qui maîtrise l'IA. En fait, ça va être pareil pour les entreprises. C'est-à-dire que l'IA va aussi créer un fossé de productivité entre les entreprises qui seront full IA et qui le maîtriseront très bien et des entreprises qui auront pris le train de l'IA trop tard qui peut-être vont avoir des difficultés économiques, non ? Alors là, c'est une Formule 1 contre une Twingo. Là. Ça va être... Oui, forcément, parce que gain de productivité, tout en allégeant tout ce qui est masse salariale, parce que vous allez avoir moins de recrutement, donc amélioration de la trésorerie, les entreprises vont pouvoir mieux investir, et enfin, les entreprises vont pouvoir regagner ce pouvoir financier qu'elles n'avaient pas forcément avant. Donc oui, face à une entreprise, 10 personnes, exactement le même corps de métier, qui a pas déployé et une qui a déployé des agents IA, oui, l'écart va être énorme. Et on en parlait tout à l'heure avec l'exemple de l'arrivée du marketing et du web. Une entreprise qui s'était pas mis en marketplace à l'époque, il y en a plein qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils se sont fait rattraper trop vite par les concurrents. Et là, trop tard sur
Trop tard l'époque sur le même marché. des sites internet. Beaucoup d'entreprises avaient pris les devants sur des créations de sites internet, le relais un peu de leur vitrine version digitale, avec notamment le référencement naturel. Il y avait un gap, il y a certaines entreprises qui ont mis 10 ans entre le moment où il y a eu la possibilité de le faire et le faire. Et souvent, des fois, certaines, c'était trop tard. Et elles ont coulé. Et elles ont coulé. Et Ouais. aujourd'hui, on va avoir la même chose avec l'IA. Maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que il y a un peu à boire, à manger. Oui, Et ouais, du coup, ce il qu'on faut disait tout à vraiment l'heure, ouais. encadrer cette partie-là et avoir tout un travail pédagogique et déjà de réflexion. Avant de sélectionner une IA, un outil, un logiciel, déjà réfléchir à comment l'IA Quel est le peut besoin, comment on m'accompagner. déploie concrètement. Exactement. Et là aussi, il va y avoir un fossé entre les entreprises, parce qu'en termes de budget, etc., il n'y aura pas forcément les mêmes moyens entre des grands groupes du CAC 40 et une petite ETI ou une PME ou un artisan, vous voyez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, l'IA risque pas de tuer des petits? Non, alors déjà moi au quotidien, nos clients ce sont des TPE, des PME, des ETI. Et au contraire, l'avantage c'est que aujourd'hui un chef d'entreprise, il a 10 casquettes au sein de sa société. Donc il va s'occuper de la comptabilité, il va s'occuper de gérer des commerciaux, il va s'occuper de l'administratif. Enfin, il va avoir beaucoup de tâches et des fois certaines tâches qui peuvent être justement déléguées grâce à l'IA. Et au contraire, ça va leur permettre d'être plus performants sur leur sujet principal. Et aujourd'hui, on peut s'équiper d'agents IA avec certaines entreprises comme la nôtre, avec un montant, un coût pour la société qui est moindre par rapport à ce que le temps, par rapport au temps que vous allez gagner grâce à l'outil. Bon, messieurs, on va entrer dans la troisième et dernière partie de notre interview sur les risques et les limites. Parce qu'évidemment, ces agents, une fois qu'on a dit tout ça, c'est très prometteur en termes financiers, en termes de productivité. Mais il y a évidemment des risques et des limites. Sur la partie juridique, quand même, quand on pense qu'un algorithme va pouvoir prendre des décisions à la place d'un être humain, ça soulève des questions. Si aujourd'hui un agent IA fait une erreur dans la comptabilité, envoie des factures erronées, etc., ou répond, on va dire, une réponse inappropriée à un client sur la partie support client, ça peut être dramatique. La faute, elle est à qui? Elle est à la personne qui orchestre l'agent IA, c'est la société qui a développé l'agent IA, c'est à l'entreprise, c'est le risque juridique. Ouais, il y a un flou là-dessus qui va persister encore un petit peu. Nous, dans nos process à nous, ce sera forcément, à notre échelle d'agent IA, ce sera forcément l'entreprise parce qu'elle n'a pas contrôlé ce qu'elle a envoyé à ses clients ou elle n'a pas contrôlé l'utilisation de l'IA qui a impacté des clients à lui. Donc, ce sera toujours la faute de l'entreprise. Voilà, après, est-ce qu'il y aura des possibilités de recours sur certains acteurs? Je ne pense pas. Mais par exemple, il y a des systèmes IA qui sont beaucoup plus poussés que des simples agents comme les voitures autonomes, par exemple, où là, c'est un vrai positionnement. Oui. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en Europe. Moi, j'avais été voir un spectacle qui était justement de mettre en évidence une voiture autonome qui renverse un cycliste. Est-ce que c'est le conducteur qui est en tort ou c'est la voiture autonome? Voire même le cycliste, parce Ah, que même s'il a on pas mis peut, son on peut casque, même parce que- aller loin dans Il n'a pas l'interprétation. détecté. Ouais. Donc ça, pour ce type-là, ouais, ça va être un gros travail juridique. Nous, dans notre échelle et pour les entreprises, si elles nous écoutent, ce sera totalement à eux de contrôler ce qu'elles envoient à leurs clients. Ouais. Et c'est d'ailleurs un petit peu là où des accompagnateurs et des sociétés vont avoir un rôle. Ça va être aussi de cadrer des entreprises pour éviter ce genre de problème, en fait. C'est ça. Totalement. Si on reprend l'exemple du stagiaire, c'est comme si vous accueillez, on va Oui. prendre un stagiaire dans une entreprise et vous ne contrôlez pas le travail et vous ne l'accompagnez pas dans Oui. son travail au quotidien. Et là, pour le coup, là, le droit est équipé quand il s'agit d'hommes. Mais c'est vrai Oui. que le parallèle est intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, il y a juste un flou parce que c'est pas encore encadré, que c'est finalement relativement nouveau. On sait que la loi met toujours beaucoup plus de temps que la réalité du terrain. Mais en fait, c'est assez simple si on compare ça à un stagiaire ou à un autre collaborateur augmenté. Le contrôle a toujours existé et il faut continuer à contrôler. C'est pas parce que la réponse se fait beaucoup plus facilement ou le process a été allégé que le contrôle n'existe plus. Et c'est là où peut-être les boomers ont leur rôle à jouer, qui eux ont connu des process où il fallait beaucoup contrôler. Il faut continuer. Demain, C'est vrai qu'on critique souvent les boomers, ils ont bon dos, mais là, ils pourraient être utiles. Ah bah totalement. Bien sûr. Eux qui sont très process, qui ont besoin de savoir comment ça fonctionne et qui contrôlent beaucoup et qui accompagnent beaucoup plus leurs salariés. Demain, vous leur mettez des agents, ils sont bien équipés, ils contrôleront exactement ce qu'ils font.
Et je pense qu'ils sont très consciencieux dans leur travail. Et ça, c'est important, là où une génération plus jeune est un peu, oui, je leur fais confiance. Oui, on fait confiance à l'algorithme sans trop chercher Voilà. à comprendre. Ouais. Il a répondu 10 fois bien, bon, la 11e fois, ça sera Ça bien. sera la bonne. Ouais. Bon, il y a un autre enjeu aussi, Alexandre, c'est celui du RGPD, de la sécurisation des données. Ces agents, les entreprises ou même les particuliers vont leur donnent déjà une information, énormément d'informations, des fois très personnelles, voire cruciales pour une société, un particulier. Comment on fait pour sécuriser toutes ces données ? Alors, nous, justement, dans notre accompagnement, c'est pour ça qu'on parle de logiciel SaaS, c'est que aujourd'hui, on va vous permettre d'utiliser des IA, mais sans nourrir les IA avec vos propres données. Et souvent, là où aussi on le remarque lors d'audits avec des gérants d'entreprise, souvent, ils n'ont pas cette notion-là. Et surtout, ils n'arrivent pas à voir réellement que leurs salariés utilisent des IA, alors que aujourd'hui, la plupart des salariés utilisent l'IA au quotidien pour leur activité en fournissant... En cachette, même quand il n'y a pas une politique d'entreprise, il y a un onglet ChatGPT qui est ouvert. Et en fournissant par exemple des fichiers Excel ou des prompts sur de la formation, etc. Et au final, c'est des données très sensibles pour l'entreprise et ça va aider les concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés nourrissent les concurrents de leur entreprise, en fait, concrètement. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas et qui nous écoutent, en fait, tout le contenu qu'on va donner à la plupart des LLM, donc des modèles IA, en fait, va permettre de nourrir l'IA elle-même. C'est-à-dire que, fort de ces nouvelles informations, elle va après, entre guillemets, un petit peu augmenter sa capacité à répondre à d'autres requêtes sur le sujet. Et elle risque de les recracher un peu bêtement. C'est ça, en fait, le risque. Totalement. C'est ça. C'est la course américaine à la donnée, en fait. C'est comment être les premiers sur le marché pour récolter un maximum de données et être toujours les meilleurs. Après, aujourd'hui, il y a l'IA Act qui est arrivé. Il y a quand même un encadrement juridique, c'est-à-dire que vous pouvez choisir des modèles qui respectent et qui ne vont pas récupérer le prompt, qui ne vont pas effectuer de machine learning. Donc, c'est notre politique. Après, il y a d'autres acteurs qui n'ont peut-être pas forcément ça. Attention au piège d'avoir des crédits gratuits par tel ou tel fournisseur. C'est gratuit, c'est qui récupère autre chose. Donc, être 100% RGPD aujourd'hui, même une entreprise française, c'est très délicat. Long. En fait, faudrait avoir un serveur chez soi et tout mettre dans son serveur. Donc, c'est très long, et c'est très compliqué, mais il y a quand même des belles solutions qui existent pour être en tout cas en conformité et aussi en conformité pour ses clients. Tu parlais de l'IA Act qui va être lancé, qui va légiférer l'utilisation et la production de l'IA en Europe. On dit souvent qu'en Europe, il y a beaucoup de lois, on aime bien mettre des couches normatives et bloquer l'entrepreneuriat. L'IA Act, est-ce que vous trouvez que est-ce que dans le déploiement, dans ce à quoi ça ressemble et ce à quoi ça va ressembler, c'est une bonne chose ou c'est un frein pour les agents IA et même vous, vos activités ? Ça a le mérite d'être là, il faut que ça soit là. C'était important de le mettre en place parce que quand les LLM sont arrivés, c'était un petit peu le bazar et il y avait besoin d'avoir un cadre et on est les champions pour faire ça, donc on a créé ce cadre-là. Le cadre était peut-être pas forcément prêt, c'est pour ça que c'est redécalé encore un peu, notamment sur les données qui sont très sensibles, donc santé et autres. Donc ça viendra dans un deuxième déploiement. Il y a aussi d'autres règles que l'IA Act. Il y a le CHIPS Act aussi. Donc tout ce qui est cette volonté d'aller vers un cloud plus souverain, plus européen. Et tous les États européens vont devoir avoir un pourcentage de souveraineté européenne par rapport se délaisser de la souveraineté des outils américains pour aller plus sur des outils européens. Donc on constate un changement. L'IA Act était un point qui est important d'être présent. Avec la géopolitique en plus actuelle, voilà, c'est une juste direction qu'il faut... Puis on disait à l'instant qu'il y avait un risque pour les entreprises ou les particuliers, mais il va y avoir aussi des risques avec l'IA de manière plus générale, au-delà des agents, et des risques pour les États, pour les personnalités publiques, les chefs d'État, etc. On le voit, il y a eu énormément de cas d'espionnage ou d'intrusion sur des téléphones. On a aujourd'hui des personnalités... comme le chef d'État en France qui doit utiliser des applications cryptées. Enfin, voilà. L'IA va aussi poser des questions vis-à-vis de ça. Et on est au tout début, on n'a pas beaucoup de recul encore et pas beaucoup de cas concrets.
Et en général, on apprend des erreurs. Et pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Et même les entreprises qu'on accompagne, aujourd'hui, ont une volonté de consommer européen. Même si, dans les faits, comme disait Stéphane, ils utilisent ChatGPT et pas Mistral. Mais il y a cette volonté-là. L'État aussi, aujourd'hui, est en train d'intervenir pour une consommation européenne sur pas mal de sujets. Et puis aujourd'hui, dans toutes les têtes, il y a la partie géopolitique où personne ne sait ce qui peut se passer dans un an sur les relations qu'on peut avoir avec les États-Unis ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, il y a une réflexion dans ce sens, que ce soit la TPE ou la société au CAC 40. Donc, c'est important déjà de penser à ces sujets-là aussi. Bon, petite question qui fâche pour terminer, il en faut bien une. On a connu la bulle Internet. On a vécu la désillusion du métaverse, qui a été, quand même, on peut le dire, un flop aujourd'hui, quand on voit ce qu'a fait Meta, par exemple, machine arrière sur le sujet. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un petit peu une bulle IA? On voit aujourd'hui les valorisations des entreprises qui explosent, les cotations en bourse. On parle d'IA à tout va, à la grande révolution, etc. Et si finalement tout ça n'allait pas faire un peu plouf, qu'est-ce que vous pensez sur le sujet? Si l'IA fait spéculer, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, elle fait spéculer. Il y a une bulle, peut-être. En tout cas, la technologie derrière est là. Si on reprend l'exemple d'Internet, Internet, pareil, c'était une bulle, mais la technologie est restée. On utilise tous Internet aujourd'hui. Je pense que ce sera pareil pour les systèmes qui sont en train de mettre en place, l'argentique et autres. Ça va continuer d'évoluer, ça va continuer d'être présent. En revanche, oui, il y aura toujours des gens qui auront envie de gonfler un petit peu tout ça. Donc en fait, c'est ça, il y a un peu un effet de mode parce que c'est nouveau, mais les marchés et le marché de l'IA va en fait se corriger de lui-même, et finalement, ce qui se passe, c'est assez normal. Comme tous les nouveaux marchés, concrètement. Ouais, ça. Certains, cela étant, se sont effondrés, mais bien sûr. En tout cas, tous les marchés qui ont explosé, Internet, tu le disais, Stéphane, il y a une correction qui est logique. Totalement. Et puis après, aujourd'hui, c'est un marché qui a déjà fait ses preuves, entre guillemets, qui est déjà installé dans certaines sociétés, qui fait gagner du temps. Si on prend l'exemple de nos clients, aujourd'hui, la plupart de nos clients aujourd'hui ont gagné du temps grâce à l'IA et se concentrent sur certaines tâches. Donc aujourd'hui, l'IA a fait ses preuves et on est au tout début. Et par contre, il y a une notion d'encadrement à avoir, mais je pense qu'on va plus se rapprocher d'Internet que du métaverse sur l'IA. Ouais. Bon, et dans tout ça, vous nous avez même pas dit quel était votre IA à titre personnel préféré. Est-ce que Stéphane, peut-être pour commencer, un modèle en tout cas que tu utilises, que tu aimes bien? Alors, moi, j'utilise principalement 3 modèles. Mistral large pour tout ce qui est questions juridiques et autres. Dès que j'ai des contrats ou autres, j'utilisais ce modèle. Maintenant, tu peux juste nous dire pourquoi tu le trouves mieux en fait sur le juridique? En fait, chaque LLM est entraîné sur différentes données. Moi, maintenant, avec l'IA, des fois, c'est public. Il y a une petite synthèse. Les données, ça peut être des données publiques à Internet ou des données un petit peu plus privées. La chance qu'on a avec Mistral, c'est que les données ont plus été entraînées avec des données européennes. Donc, logiquement, le LLM est censé mieux répondre à ces questions-là que des LLM américains. Même si les LLM américains sont aussi très performants parce que c'est de la donnée publique, donc ils peuvent y aller. Donc moi, je suis très Mistral sur ces questions-là. Et Haiku, j'aime beaucoup Claude Haiku 4.5. Voilà, j'utilise aussi tout ce qui est Opus, mais après, c'est des IA qui sont très énergivores. Ouais. Et, donc c'est Claude, Opus, c'est 4.8, je crois. Il y a 4.8, il y a eu 4.7 et 40 jours après, il y a 4.8. Mais peut-être un petit coup de marketing. Mais ça, c'est des IA qui sont très énergivores. Et pour le coup, moi, dans mon utilité, j'aime bien sélectionner les modèles en fonction de mon utilisation. Donc, je privilégie les petits modèles pour les questions tous les jours, mail, etc. Et des gros modèles pour tout ce qui est génération d'HTML pour des sites web ou autre. Donc, Et toi, Alexandre, du coup? Alors, moi, à titre personnel, ChatGPT. Après, à titre professionnel, pour le coup, j'utilise notre outil où après, on va avoir différentes IA en fonction de ce que je souhaite faire. Okay. Oui, voilà. Parfait. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast.